Nous avons imaginé un format un peu particulier pour vous présenter les 3 pôles pilotes lauréats de l'appel API A3 territoire d'innovation pédagogique. Nous allons commencer par 100% IDT, 100% inclusion, un défi, un territoire dont j'ai l'honneur d'être responsable, qui est porté par l'Université de Picardie-Jules Verne et qui est un consortium qui réunit 4 INSPE et donc 4 universités, Rouen, Caen, Lille et Amiens, ainsi que bien sûr les partenaires académiques et des partenaires de diffusion, Canopé et École Huma. Alors notre pôle pilote est thématique, dédié à l'inclusion sociale et scolaire des élèves de nos territoires. Et je vais avoir le plaisir d'introduire la team rouennaise et lilloise, mais essentiellement rouennaise, extrêmement dynamique et productive. Alors, sous l'égide, et il va falloir que vous commenciez à vous avancer, sous l'égide d'Amaël André qui va se lever, professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, à l'INSPE de Rouen, de Rouen-Le Havre, qui est responsable, qui plus est, de l'action 1 de notre pôle pilote, qui est consacré à l'élaboration d'un observatoire des pratiques inclusives. Alors, Amaël est accompagné d'Elan Laine. Où est-il, Elan ? Voilà, maître de conférence en didactique des mathématiques à l'INSPE de Rouen également, de Samuel Hamon, Prague, EPS, INSPE Rouen, je termine la team rouennaise, de Delphine Brière, doctorante en sciences de l'éducation et de la formation, et de Jonas Didis, qui est ingénieur d'études, docteur en économie, et qui lui aussi est fortement impliqué dans l'élaboration de l'observatoire. Ils sont accompagnés d'une intruse lilloise, Sélénie Bracelet, maître de conférence en psychologie à l'INSPE de Lille, qui intervient également dans cette action 1. Donc cette team est pluricatégorielle, pluridisciplinaire, et donc a élaboré une animation pour vous rendre compte, en fait, du type d'activités, de formations qui se veulent transformantes, bien sûr, dans notre pôle pilote. C'est à toi que je cède la parole. Alors, tu sais que tu as un temps limité. Hein ? Non, mais je préfère le lui dire tout de suite. Merci Nathalie pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons. Comme vous l'avez vu, on est nombreux, on doit se partager la parole. Se passer la parole. Donc, on n'a pas beaucoup répété, mais quand même. Voilà, donc c'est un challenge pour nous de tenir dans le temps imparti, compte tenu du nombre d'interlocuteurs. Alors, ça a déjà été présenté par Nathalie, effectivement. La spécificité du pôle, c'est que ça regroupe 2 régions académiques, Hauts-de-France-Normandie. Et pour le coup, là, on va vous présenter quelque chose de pluridisciplinaire, parce qu'il y a à la fois de la didactique des mathématiques, de la sociologie, de l'économie, les sciences de l'éducation, psychologie. Donc, j'ai déjà dit psychologie, mais bon, voilà. Et donc, c'est quelque chose de pluriel. Voilà. Et donc, avant de démarrer, ce qui est important, c'est au sein du pôle, on a une définition commune sur laquelle on s'est mis d'accord de l'éducation inclusive ou de la scolarisation inclusive. Voilà. Et donc, je vous la présente rapidement. Pour nous, l'éducation inclusive, donc nous, on s'intéresse à l'accessibilité et aux conditions d'accessibilité de l'environnement éducatif. Voilà, pour l'ensemble des élèves.
notamment les élèves à besoins éducatifs particuliers, dans l'optique qui développe des compétences à la fois académiques mais aussi psychosociales, et enfin, et développer leur sentiment d'appartenance. Et il y a un point important, c'est en essayant de maintenir un niveau d'exigence élevé. C'est donc une définition qui est à la fois situationnelle, environnementale, puisqu'on s'intéresse aux conditions d'accessibilité de l'environnement, universelle, parce qu'on s'intéresse à tous les élèves dans leur diversité, et aussi humaniste, puisqu'on souhaite développer le sentiment d'équité, le sentiment d'appartenance à la communauté. Alors, la particularité de ce qu'on va vous présenter, c'est que nous, la scolarisation ou l'éducation inclusive, on essaye de l'analyser, de la comprendre à travers les 3 échelles, à savoir ce qui se passe en classe et les conditions d'accessibilité en classe, qui est fortement dépendant de ce qui se passe dans la structure scolaire, qui est inscrit et fortement dépendant de ce qui se passe dans l'environnement éducatif et au sein du territoire. Ça sera donc, notre présentation est donc structurée autour de ces 3 phases. Voilà. Et donc, on va commencer par les conditions d'accessibilité en classe. Je passe la parole à Elan qui va nous proposer une séance de didactique de mathématiques. Alors, bonjour à tous. Je vais vous faire vivre plusieurs contextes et le premier d'entre eux est le suivant. Vous êtes des élèves de fin CM2, début 6e et on est en cours de mathématiques. Dans ce cadre, je vous informe que la semaine dernière, on a commencé un nouveau chapitre et que dans l'exercice que je vais vous proposer, on doit remobiliser des notions de ce chapitre et vous allez voir, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc normalement, vous avez l'énoncé au format papier, c'est le même qui est projeté à l'écran. Certains et certaines ont du matériel, d'autres non. On en discutera un petit peu après. Je vais lire l'énoncé. Donc si la valeur de la forme qui est en haut, que je peux difficilement pointer, est une unité, quelle est la valeur de chacune des formes suivantes? Et on a en bas 3 formes de gauche à droite, forme A, forme B, forme C. Donc je vais vous laisser une minute pour y réfléchir, mais avant ça, est-ce que quelqu'un pourrait reformuler la consigne? Allez-y. Alors, la figure première vaut 1 et il faut dire combien valent les formes A, B, C par rapport à cette unité. Ok, très bien. Donc vous pouvez réfléchir à la réponse. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps, 1 minute, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, donc, pour celles et ceux qui n'avaient pas de matériel, voici une photo pour que vous visualisiez. C'est un matériel classique qui s'appelle Atrimat, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je vais interroger 2 personnes. Donc, si possible, une personne qui a eu du matériel et une autre qui n'en a pas eu, pour vous demander, bon, déjà, quelle valeur vous avez trouvé pour les formes A, B et C, mais surtout, comment vous avez procédé pour trouver ces valeurs-là. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole? Il me semble que la forme A vaut 3. Ok, 3 pour la forme A. Que la forme B vaut 0,5. Ok. Et que la forme C vaut 1,5. Donc 3, 0,5 et 1,5. Et comment vous avez trouvé ces résultats-là? J'ai fait de l'imagerie visuo-spatiale, c'est-à-dire que j'ai pris cette figure, Hmm. je l'ai collée sur chacune des 3 formes en haut et bas. En fait, donc j'ai visualisé, enfin, moi c'est vraiment de visuo-spatiale. Ok, donc mentalement. Oui, et j'avais confronté mon point de vue avec Nathalie. Magnifique, un peu de conflit socio-cognitif. Donc mentalement, vous avez déplacé l'unité pour la reporter un certain nombre de fois dans les différentes formes. Peut-être pas pour la forme B, parce que pour la forme B, je l'ai vue dans l'unité. Ok. Est-ce que quelqu'un avec du matériel peut donner sa procédure, notamment si elle est forcément un peu différente? Oui. Oui. J'ai utilisé l'unité et ensuite j'ai placé sur l'unité pour la forme B 2 formes B. Donc j'ai vu que c'était un demi de la forme B, l'unité. Enfin, que la forme B était un demi de l'unité. Ok. Ensuite j'ai replacé l'unité, parce que j'en ai plusieurs, dans la forme A. Et donc j'ai vu que c'était 3 formes A. 3 unités faisaient la forme A, je vais y arriver. Ok. Et ensuite, la forme C, c'est la forme d'unité plus la forme B. Donc voilà, ça me permet de savoir la valeur de chacune des figures. Ok, très bien, merci. Donc, bon, je ne vais pas vous interroger un par un sur vos procédures, ça serait un petit peu long. J'ai essayé de faire une liste a priori.
On voit sur la première ligne le report mental du losange à l'intérieur des formes, c'est ce que vous m'avez présenté en premier. Et sur la troisième, utiliser directement le matériel fourni. On peut le faire de différentes façons, et dont cette façon que vous m'avez présentée. Une autre procédure qu'on aurait pu envisager, c'est de ne pas compter le nombre de losanges, mais de découper le losange en 2 triangles. Peut-être que certains ont fait comme ça. Et après, de compter le nombre de triangles. Et puis, bien sûr, il faut revenir à une unité en losange. Bon, ça, c'est des procédures possibles. Oui, les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'on a fait pareil. Bien sûr. Mais bon, Mais vous avez probablement tous fait différemment, donc ça va être un petit peu long. Donc, en plus, là, on change directement de contexte. Donc, vous subissez une croissance accélérée. Vous êtes maintenant étudiant et étudiante à l'INSPE pour devenir professeur des écoles ou professeur de mathématiques à votre bon vouloir. Et on est en cours de didactique des mathématiques, ce qui est votre matière préférée à l'INSPE. C'est super important pour la contextualisation. Donc, peut-être que vous l'avez un peu pressenti, notamment parce que la didactique des mathématiques est votre matière préférée, mais ce qu'on a un peu commencé à faire, c'est ce qu'on appelle une analyse a priori. Une analyse a priori, c'est le fait d'analyser avant les exercices qu'on va donner après dans sa classe à ses élèves. À quoi ça sert une analyse a priori? Ça sert déjà à s'assurer que l'exercice est faisable et répond aux objectifs qu'on s'était fixés, mais ça sert aussi à faciliter la gestion de classe, parce que comme on a anticipé les procédures et après les difficultés, on va en parler un petit peu après, c'est plus facile de les gérer une fois qu'elles arrivent pendant la classe. Est-ce que Charles, tu pourrais reformuler avec tes propres mots à quoi ça sert une analyse a priori? Si j'ai bien compris ce que tu as dit, Hélène, la première chose, c'est que ça sert à voir que ça correspond aux objectifs d'apprentissage que l'enseignant se fixe. Et la deuxième chose, c'est que ça sert à mieux réguler l'activité des élèves une fois qu'on est en classe. Tu as bien compris ce que j'ai dit. Donc ça sert à mieux réguler donc, dans les régulations un petit peu immédiates, mais c'est aussi utile pour organiser la mise en commun. En fait, le fait d'avoir pensé à l'avance aux procédures et aussi de les avoir hiérarchisées, parce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, il y en a qui vont plus vers votre objectif que d'autres, ça fait qu'une fois en classe, vous pouvez choisir quand vous passez dans les rangs en voyant tel élève en train de faire telle procédure, moi je vais l'envoyer lui en premier, et puis à la fin j'envoie Sarah, parce que Sarah elle a exactement la notion que je voulais introduire de la bonne façon. C'est une mise en commun classique. Donc faire une analyse a priori a tout son intérêt. Ça commence par résoudre l'exercice et puis déterminer des procédures possibles. On va faire une version très accélérée. La deuxième chose que je vais vous demander pour cette analyse a priori, c'est quelles sont les connaissances en jeu dans les procédures que vous avez mises en œuvre. Alors on peut distinguer connaissances prérequises et connaissances vraiment cœur de cible, mais on ne va pas le faire ici parce que je ne vous ai pas donné assez de contexte. Donc peut-être qu'on peut juste citer 2 connaissances en jeu dans cette tâche, à votre avis. Alors nommer les formes, je ne pense pas que ce soit une connaissance en jeu parce qu'on n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle un losange, un hexagone, un triangle pour pouvoir résoudre. On peut le faire, mais on n'est pas obligé. D'autres idées? Je vois pas, mais cette personne peut parler. En haut à droite, là. Allez-y, du coup. Oui, allez-y. Oui, on a besoin d'avoir compris qu'on parlait de la grandeur R et pas de périmètre, par exemple. Oui, très bonne remarque. On aura l'occasion d'en reparler. Une autre idée de connaissance, vous parliez de proportionnalité. On est sur la notion de fraction, nombre décimal qu'on peut exprimer sous la forme de nombre décimal ou sous la forme fractionnaire, effectivement. Bon, j'ai essayé de faire une petite liste de connaissances possibles. Vous avez... J'ai pas mis celle que vous avez dite, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais il y a aussi l'idée de paver les polygones, c'est comme ça qu'on se rend compte de quelle valeur les formes ont. Et dernière étape de cette analyse a priori très accélérée, parce que ce n'est pas la vraie dernière étape, quelles difficultés ou quelles erreurs vous envisagez par rapport à cet exercice pour des élèves de CM2 6e? Peut-être on peut en citer au moins une. Oui. Non, pas ici. C'est la compréhension au niveau lexical du mot forme, voilà, et qui pourrait rejoindre ce que disait mon collègue par rapport à la notion d'air ou de périmètre.
Ok. Voilà. C'est le métalangage, le langage que l'on va utiliser, les termes que l'on va utiliser pour amener les notions. Donc, Il peut y avoir une confusion, effectivement. si j'avais un enseignant qui me présentait ça dans sa classe, quand je suis en observation, je travaillerais sur mon point. Ok. C'est peut-être un peu C'est pas un gros mot. En fait, je n'avais pas du tout prévu que vous alliez dans cette direction. Pour moi, ça devait être la surprise un peu, mais c'est pas grave, ça marche quand même. C'est comme ça, les élèves, vous avez parfaitement raison. Donc j'ai cité un certain nombre de difficultés. On peut avoir ces difficultés-là. On peut avoir des difficultés à exprimer la moitié. Pour vous, c'est 0,5, c'est super facile. On peut avoir des difficultés à l'exprimer. Bon, alors, quand on fait une analyse a priori, on fait l'analyse a priori avant de donner l'exercice à ses élèves. Et puis après, on joue l'exercice dans sa classe. Vous vous doutez que je n'ai pas ramené une classe de CM2 là, qui va débarquer ici. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt d'analyser quelques productions d'élèves possibles à la lumière de ce qu'on vient de dire, et on regarde si ce qu'on vient de dire permet de les analyser. Donc qu'est-ce que vous pouvez interpréter sur cette première production d'élèves? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors est-ce que l'élève a la bonne procédure déjà? Plutôt oui, vous êtes d'accord avec moi. La procédure, c'était prendre le losange, et puis, une des procédures possibles, et puis l'appliquer plusieurs fois dans la forme. C'est ce que l'élève a fait. Et quel est le problème? Il y a une déformation du losange au fur et à mesure, effectivement, qui peut. C'est une vraie réponse que j'ai reçue. Hein. Comment on peut aider cet élève? On peut lui donner du matériel. On peut lui faire construire le matériel avec du papier calque, par exemple. On peut même éventuellement lui faire mesurer, ça dépend des objectifs qu'on a, mais lui faire mesurer le losange pour le dessiner de façon un peu plus précise. Alors pour les deux autres productions, je vais le faire moi-même pour des questions de temps. Alors voici une autre production possible. Ici, l'élève a utilisé du matériel, on reconnaît le losange et le triangle. On peut aussi supposer que la procédure est la bonne, qu'il y a un bon pavage, et puis il y a aussi cette idée de diviser en deux. On peut supposer que l'élève a compris qu'il fallait 2 triangles pour faire un losange. Malheureusement, diviser en 2, ça ne s'écrit pas 0,2 sous forme décimale. Et donc, on a cette erreur relativement classique. Et la dernière, j'avais prévu que ce soit une surprise, c'est une surprise pour personne. Donc, effectivement, en fait, il y avait un sous-entendu ici que c'était l'air qui nous intéressait, parce que c'est une tâche très classique en mathématiques, et c'est effectivement l'air qui nous intéressait. Mais il y a des élèves qui peuvent plutôt se baser sur le périmètre, et si les 4 côtés valent pour une unité, alors l'hexagone, effectivement, vaut pour 1,5. Et là, on n'a pas de difficulté à exprimer le 1,5, mais il y a d'autres problèmes. Donc sur cette production finalement moins étonnante que ce que j'avais imaginé, je vais vous faire sortir du contexte. Vous n'êtes plus étudiant à l'INSPE, vous n'êtes plus élève, vous pouvez reprendre vos fonctions habituelles, et je vais laisser la parole à Maël. Merci Elan. Merci. Alors là, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'analyser finalement la séance proposée par Elan, voilà, à la lumière des outils qu'on a construits dans le cadre du pôle IDT. Alors, la première chose, c'est que, ça c'est un exemple d'outil, hein, déjà nous on s'intéresse à l'engagement des élèves. Pourquoi on s'intéresse? L'engagement des élèves défini comme l'investissement en temps et en énergie dans les situations d'apprentissage. Pourquoi on s'intéresse à l'engagement? Parce que c'est à l'interface entre les apprentissages et la dimension psychosociale. C'est à la fois une condition essentielle des apprentissages et c'est à la fois une conséquence des processus psychosociaux. Et puis c'est aussi, et ça c'est très important dans le cadre de l'éducation inclusive, une condition du bien-être des enseignants. Alors l'engagement, on a différents outils hein, pour l'observer. On l'observe avec des grilles d'observation, avec des questionnaires également. On peut essayer d'essayer de le capter. Je ne vais pas détailler ces outils, mais pour vous dire, voilà, quand on observe finalement la salle, on voit différents niveaux d'engagement. Par exemple, si on regarde là, par exemple, je vois Pierre, j'ai vu qu'il était attentif par rapport à ce que disait Elan. Donc il est sur une forme d'engagement passif, c'est-à-dire qu'il est attentif à ce qui se passe. Et puis on voit que ici, on était sur des formes d'engagement plus actifs et constructifs, c'est-à-dire que là, on voit bien, il y a une participation verbale et il y a la volonté de chercher
des solutions aux problèmes. Donc il y a une phase de reformulation. Donc on a des paliers et des niveaux d'engagement successifs qui sont de plus en plus efficaces pour apprendre. Et nous, on les observe dans la classe, à la fois en intensité et en pourcentage d'élèves engagés. Mais pour essayer, là maintenant, du côté des pratiques pédagogiques utilisées par Elan et de manière générale par les enseignants, on va vous donner un exemple d'un outil qu'on utilise, d'un outil conceptuel et qui est associé à une méthodologie particulière. Voilà, nous, on s'appuie sur les théories socio-cognitives de la motivation. Pourquoi on s'appuie là-dessus ? Parce que c'est un modèle robuste pour expliquer l'engagement des élèves. Il y a énormément d'études qui apportent des preuves sur l'efficacité de pratiques pédagogiques qu'on appelle les pratiques motivationnelles de l'enseignant sur l'engagement des élèves, sur leur motivation, sur l'apprentissage. Ces théories nous permettent aussi non plus de rester au niveau individuel et des besoins éducatifs particuliers, mais d'aller sur les besoins éducatifs partagés par le groupe. Donc on dépasse la diversité des besoins éducatifs particuliers avec ce modèle. Ensuite, avec ces théories. Ces théories s'intéressent à ce qui se passe avant la séance, mais surtout s'intéressent à ce qui se passe pendant la séance. Donc on n'est plus simplement sur une entrée sur la conception didactique, on est aussi sur ce qui se passe en classe et aux interactions en classe. Enfin, c'est un cadre suffisamment large, je vous le présenterai très rapidement, qui permet d'intégrer les nombreuses approches pédagogiques inclusives. Voilà, je pense notamment apprentissage coopératif, pédagogie explicite, différenciation pédagogique, conception universelle pour l'apprentissage. Eh bien, c'est un modèle qui est intégrateur et qui nous permet en fait d'intégrer des éléments pertinents à l'intérieur de ce modèle. Alors, voilà, ce qu'on appelle le climat motivationnel, voilà, en fait, là-bas, je vais vous le présenter très succinctement. En fait, la théorie de l'autodétermination, on associe la théorie de l'autodétermination à la théorie des buts d'accomplissement, mais en gros, notre cadre, c'est la théorie de l'autodétermination, c'est notre structure. En fait, les pratiques pédagogiques des enseignants soutiennent trois besoins ou menacent trois besoins psychologiques fondamentaux, qui sont le besoin de compétence, c'est-à-dire le fait de se sentir efficace, de maîtriser les situations proposées, le soutien du besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, c'est le fait d'être se sentir à l'origine de ses propres actions et pas totalement contrôlé. Et puis, le besoin de proximité ou de connexion sociale, c'est les interactions que je peux avoir avec les pairs ou avec les adultes de la classe. Ce modèle, plus ces besoins sont soutenus, plus l'engagement est élevé, plus ces besoins sont menacés, plus l'engagement est faible. Alors, à partir de là, nous, on a construit, et on est en train de construire, parce que c'est évolutif, ce qu'on appelle le climat inclusif engageant, à partir de cette structure-là. Et en fait, ça repose, la structuration est basée sur les trois besoins que vous voyez en haut, le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin de proximité sociale. Et il y a ce qui se passe avant la séance, pendant la phase de conception, et ce qui se passe pendant la séance, pendant la phase d'interaction. Si on reprend la séance qu'a proposée Elan, et les pratiques qu'ont proposées Elan, voilà, on s'aperçoit, c'est un challenge, hein, j'ai compté, vous êtes entre 80 là, et 90 maintenant, c'est un format comme ça, pour soutenir vos besoins, c'est pas évident. Hein. Et donc, eh bien, si on regarde par exemple du point de vue de la compétence, il y a une dimension très importante, c'est l'explicitation des attentes. Et on voit qu'Elan, finalement, il a utilisé la multimodalité, hein, puisqu'il y a l'oral, il y a le diaporama, il y a aussi le matériel. Il a fait reformuler certaines attentes. Ensuite, il a proposé des défis accessibles. C'était difficile pour lui parce que vous êtes nombreux. Et donc, il n'a pas pu mettre en œuvre cette dimension-là. Après, pendant la séance, pendant la séance, il a fait reformuler, il a aussi répété certaines informations importantes que vous avez mentionnées, que vous avez rapportées. En ce qui concerne le soutien de l'autonomie, avant la séance, dans sa conception, il avait prévu de vous offrir des choix. Par exemple, le choix du matériel. On peut prendre le matériel ou non, on peut le faire de tête. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait quand même deux personnes qui avaient les yeux bandés pour le défi accessible. Et donc, il a proposé du matériel adapté pour pouvoir faire en sorte que la résolution du problème puisse être possible.
Et puis, ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas contextualisé, ce qui est un élément du soutien de l'autonomie. Il n'avait pas prévu de contextualisation à la vie réelle ou à une situation de vie courante. C'était un choix de sa part. En revanche, il a essayé de justifier l'intérêt de ce qui était proposé. Vous avez vu, à un moment donné, l'intérêt de l'analyse a priori. Je crois que c'est Charles qui a reformulé de manière très pertinente d'ailleurs. Et puis, dans son langage, on voit qu'il n'y avait pas trop de langage injonctif. Vous devez, il faut. Mais c'était plutôt un langage d'invitation et de questionnement qui correspond en fait à des interactions qui soutiennent l'autonomie des élèves. À noter que là, ce n'était pas possible dans la salle, mais en fait, il est intéressant pour soutenir l'autonomie de récolter les réponses et qu'elles soient inscrites au tableau pour que les élèves puissent avoir l'impression, ou sur le diapo, avoir l'impression et sentir que leurs réponses sont réellement prises en compte et puis ce qui peut servir de base pour la suite. Enfin, sur le dernier niveau, donc la connexion sociale, alors là, effectivement, à 80, c'était difficile d'organiser des interactions entre vous, mais il l'aurait fait dans une deuxième étape, sous forme de binôme, de diade, ou alors sous forme de groupe à 3 ou 4, je ne sais pas ce que tu aurais choisi. Et puis, on a vu pendant qu'un élément important, c'est ce qu'on appelle le climat de chaleur. Voilà, et bien, Elan, à travers les blagues qu'il a faites, qui étaient, vous avez rigolé, j'ai regardé, et je ne sais plus c'était lesquelles, je les ai oubliées, mais il a imprimé un climat de chaleur, une attitude ouverte, voilà, qui fait que finalement on soutient, ça s'appelle l'implication interpersonnelle et on soutient les besoins des élèves. Et puis la disponibilité, pas facile à 80 d'être disponible et d'être mobile dans l'amphi, voilà, pour être disponible pour les questions et pour être disponible aussi pour des élèves qui auraient des besoins plus spécifiques. Mais en tous les cas, voilà, c'est une manière c'était un mode d'analyse et nous, on se sert de cet outil pour analyser les pratiques inclusives et on teste cet outil, voilà, en l'associant avec des questionnaires et des observations nombreuses. Alors maintenant que nous avons, là, comme je vous l'ai dit, la classe, on est dans la classe, mais est-ce que c'est possible d'analyser ce qu'on fait dans la classe sans analyser ce qui se passe dans la structure scolaire, puisque c'est fortement dépendant. Et là, c'est Samuel qui va, et Sélénie par la suite, qui vont proposer cette analyse. Je veux bien le curseur aussi. Merci. Donc pour illustrer la structure scolaire, on va prendre pour illustration 2 études de recherche-action que nous menons dans le cadre de notre PIA, donc avec Sélénie. Et donc la première qui est encore beaucoup tournée vers la classe, qui tourne autour du co-enseignement. Et donc pour cela, on vous propose une vidéo qui va durer 1 minute 30. Vous allez assister à un début de séance en français. Là, on a proposé des mathématiques, donc maintenant du français. C'est une classe qui est atypique parce que vous avez donc une classe de 6e avec 17 élèves qui sont issus d'une classe ordinaire et 13 élèves d'un dispositif Ulysse. Co-enseignement donc avec la professeure de français qui pilote la classe et puis l'enseignante référente qui va venir intervenir auprès du groupe classe. On va vous poser, donc le thème c'est les classes grammaticales variables, voilà, et on va vous poser après 2 questions. La première, est-ce que le climat était engageant selon vous? Si vous pensez qu'il était engageant, pouce vers le haut, désengageant, et si vous avez un doute, vous mettez la main comme ça. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous pensez que le co-enseignement a été une plus-value pour le climat inclusif de tous les élèves? D'accord? Et donc, de la même manière, une plus-value, une moins-value, une hésitation. C'est bon?
Selon vous, le climat était-il engageant? Il faut que tout le monde vote, hein, donc comme ça, désengageant, hésitation, 3, 2, 1, votez. Ouh, je ne m'attendais pas à ça non plus. Très bien. Peut-être parce que vous n'avez pas eu le son, c'est pour ça. Très bien. Et puis deuxième question, selon vous, le co-enseignement a-t-il été une plus-value, une moins-value, ou pareil, vous avez une hésitation? 3, 2, 1, votez. Entendu. Donc un amphi très partagé. Je m'attendais à plutôt un climat engageant, mais donc plutôt très partagé. Et donc nous, on a regardé 12 séances de cette classe-là. Il y en a 6 qui étaient filmées. On les a classées en unités d'interaction pour à chaque fois identifier si le climat était engageant ou désengageant et voir si le co-enseignement était une plus-value ou une moins-value. On a classé cette unité d'interaction comme un climat engageant. Pourquoi? Parce que l'enseignante qui pilote le groupe classe soutient le besoin de compétences des élèves en donnant des consignes claires, adaptées au niveau des élèves. Elle utilise le tableau, elle fait une démonstration avec les étiquettes. Et puis comme Hélène l'a fait, elle insiste à la fois sur le résultat, c'est-à-dire classer les mots dans les bonnes colonnes, mais aussi le processus réalisé, c'est-à-dire les stratégies que les élèves utilisent pour les classer. L'enseignante qui ne pilote pas la classe intervient à 2 reprises pour amplifier le besoin de compétences des élèves, le soutien du besoin de compétences des élèves, en reformulant avec un vocabulaire différent, qui est aussi adapté au niveau des élèves, qui est illustré, et puis en vérifiant que les élèves ont bien compris en les interrogeant. On pourrait faire de même avec le besoin d'autonomie, le besoin de proximité sociale, mais dans tous les cas, on a trouvé qu'il était davantage amplifié. Et donc ça, de regarder ces séances de co-enseignement, de discuter avec ses collègues, on a pu mettre en avant un modèle qui nous permet de mieux comprendre et mieux agir au niveau du co-enseignement et qui prend en compte donc le climat inclusif et les pratiques motivationnelles inclusives. 2 possibilités, donc le climat est engageant et le co-enseignant vient donc amplifier ce climat. Deuxième possibilité, le climat est plutôt désengageant. Donc là, on n'a pas eu d'illustration, mais par exemple, l'enseignant vient prévenir qu'il va y avoir une évaluation surprise, il menace un élève de l'exclure, donc un climat désengageant. Et là, l'enseignant qui ne pilote pas la classe intervient pour modifier la dynamique motivationnelle. Et on l'a observé à la fois donc, soit sur l'ensemble du groupe classe, soit sur un élève ou un petit groupe d'élèves. Et donc, la question maintenant de la structure, comment la structure scolaire peut faciliter ce co-enseignement. Là, on s'appuie notamment sur les travaux de Philippe Tremblay qu'on continue à travailler avec lui. Et donc, sans tous les détailler, hein, co-planifier et co-réguler les séances, c'est-à-dire qu'il y a des temps qui peuvent être valorisés, des temps qui peuvent être dédiés par la structure scolaire pour organiser ce co-enseignement. Du co-enseignement de manière intensive. Quand on a échangé avec les collègues que vous avez vus, ils nous disent que le coût d'entrée au début du co-enseignement, c'était difficile, ça demandait beaucoup de temps et d'énergie. Eux, ça fait 5 ans qu'ils co-enseignent à hauteur de 4h30 par semaine. Et donc maintenant, ils disent que c'est vraiment une situation confortable, ils ne voudraient pas revenir en arrière. Partager la responsabilité de l'apprentissage de l'ensemble des élèves de la classe, ça signifie qu'ils changent de rôle. Ce n'est pas toujours le même enseignant, par exemple, qui pilote. L'enseignante référente vient aussi piloter le groupe classe. Il y a une alternance et ils sont perçus de la même manière par les élèves. Et enfin, basé sur le volontariat des enseignants et soutien de la direction. Et donc, ça rejoint l'idée que la direction soutient oralement, encourage et aussi structurellement avec les emplois du temps qui permettent de mettre en œuvre ce co-enseignement. Donc voilà, donc là on va arriver à la dernière partie parce que en fait ce développement professionnel qui est permis par le co-enseignement ou qui est permis par les formations proposées, il est inscrit dans un territoire avec ses caractéristiques et donc ces pratiques pédagogiques et cette collaboration entre professionnels est très dépendante des leviers et des facteurs territoriaux. La difficulté quand on passe sur la dernière partie, c'est que c'est nous qui sommes compressés. Donc si je passe les diapos comme un sauvage, m'en voulez pas, ok ? Soyez pas frustrés. Alors en fait, comme l'a dit Amel, l'intrication entre la classe, l'établissement ou l'école et le territoire, nous on la regarde particulièrement dans l'observatoire qu'on a construit à travers le programme 100% IDT. Et on va vous présenter aujourd'hui essentiellement des résultats sur la partie collège qu'on mesure, qu'on a engagé dès le début du programme 100% IDT. Dans le cadre de cet observatoire, on mène notamment des enquêtes par questionnaire.
Donc là, vous avez rapidement un visuel du questionnaire qui est, en termes organisationnels, organisé un peu comme les enquêtes de climat scolaire. On prend les élèves en classe de référence en salle informatique et ils ont tous le même questionnaire standardisé sur leur sentiment d'inclusion et puis ce qu'il se passe dans la structure scolaire et en dehors de la structure scolaire. Et donc, cette enquête, du point de vue des collèges, on l'a menée maintenant. Alors, je crois que demain, c'est le 34e collège qui va être interrogé. Là, on va vous présenter les résultats sur les 25 premiers collèges qui ont été interrogés sur les 2 premières années de l'enquête longitudinale. Et on va vous présenter la première photo de l'enquête longitudinale, puisque nous, on fait plusieurs photos. Et donc, l'ensemble de ces photos, c'est ce qui nous fait le film du parcours des élèves. Donc là, c'est uniquement la toute première photo. Sachant que dans l'observatoire, on mène en fait 2 types d'analyses. À la fois une analyse qui est plutôt centrée sur les variables, mais aussi une analyse qui est centrée sur les individus. Et donc là, on a fait le choix un peu volontaire de ne vous présenter que ce qui relève de l'analyse centrée sur les individus. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? En fait, à partir des différents concepts clés qu'on a identifiés comme clés pour mesurer la qualité de l'inclusion perçue par les élèves, on a réalisé une analyse en profil latent. Autrement dit, on a typologiser les élèves, on a créé des catégories d'élèves, et donc on en ressort avec 4 grandes catégories d'élèves. Les en dehors, c'est les futurs décrocheurs, c'est ceux qui ne se sentent pas bien inclus, qui sont très amotivés. Les à côté, qui sont ceux qui sont un petit peu moins amotivés, un peu moins désengagés, et qui sont malgré tout, qui se sentent moins inclus dans la structure scolaire. Et puis il y a les 2 autres catégories, qu'on a appelées les scolaires et les autonomes, qui sont les élèves qui ont les plus haut niveau de motivation, avec une distinction très forte, c'est que les autonomes sont motivés de façon très autonome, comme le nom l'indique, alors que les scolaires sont à la fois motivés de façon autonome, mais aussi motivés de façon contrainte. Quand on regarde l'ensemble de nos collèges, ce qu'il en ressort, c'est que les scolaires forment le grand groupe des élèves. Plus de la moitié des élèves sont des élèves scolaires. Et puis, à partir de ça, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui caractérise ces élèves. La première chose qui caractérise ces élèves, c'est que plus on va vers les catégories d'élèves autonomes, plus ces élèves nous rapportent des niveaux d'engagement cognitif élevés. Deuxièmement, plus on va vers les catégories d'élèves autonomes, plus ces élèves vont nous rapporter des pratiques motivationnelles qui soutiennent leurs 3 besoins psychologiques fondamentaux, tels que les a évoqués Amael. Ensuite, ce qu'on a fait pour appréhender justement les contextes éducatifs, c'est qu'on a regardé est-ce qu'il y a des différences entre les élèves en fonction de leur contexte scolaire. Et donc là, moi, je vais juste vous présenter ce qui relève de l'éducation prioritaire. Et ce qu'on note, c'est que la répartition entre les différents types de profils inclusifs d'élèves ne diffère pas entre des élèves d'éducation prioritaire et des élèves hors éducation prioritaire. Je vais vous donner un exemple. Nathalie, qui vient d'Amiens, elle est en éducation prioritaire. Elle n'a pas une probabilité différente d'être chez les autonomes ou d'être dans les catégories en dehors que Charles, qui a fait toute sa vie à Versailles et qui aujourd'hui est dans une école en centre-ville de Rouen. Okay ? Et donc, il n'y a pas de différence entre l'éducation prioritaire ou le hors éducation prioritaire. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'en éducation prioritaire, les élèves nous rapportent des soutiens de leurs besoins psychologiques fondamentaux plus élevés. Je passe tout de suite la parole. Alors, c'est là où je vais passer à l'arrache beaucoup de diapos. Je passe tout de suite la parole à Delphine. On devait vous parler du rural éloigné, mais Delphine va le faire directement. Ouais. La transition, c'est que... Merci Jonas. Bravo pour le temps. Juste un petit mot parce que en fait, on a catégorisé aussi les élèves par rapport à leur profil de modalité de scolarisation inclusive. Donc vous aviez les élèves qui étaient en classe de référence, les élèves à PAP qui avaient un projet personnalisé en classe de référence, les élèves qui étaient accompagnés par l'ULIS, les élèves en classe de référence sans accompagnement ULIS mais avec ESH et les élèves de SECPA. Voilà, on n'a pas eu le temps de vous proposer ça, parce qu'ils se répartissent différemment en fonction des catégories, des profils qu'a proposé Jonas, mais en tout cas, pas de différence entre les territoires, Jonas, pour ces élèves-là. Voilà. Et là, en fait, pourquoi on vous propose les territoires ruraux isolés? Parce que finalement, si on compare sur certaines variables, notamment le sentiment de compétence et la perception du soutien des besoins par les enseignants de ces élèves, c'est là où on a des résultats significativement plus faibles. Donc c'est pour ça qu'on zoome sur ces territoires ruraux
éloignés. Et là, Delphine, à toi de jouer. Merci. Alors, dans le cadre d'un travail de thèse, nous avons questionné les spécificités éventuelles des élèves des territoires ruraux en comparaison à d'autres élèves de territoires urbains. Notre étude a permis d'interroger les élèves, les professeurs, mais aussi des familles vivant dans ces territoires. Nous avons étudié leurs formes de socialisation familiale qui peuvent renvoyer au style éducatif ou comment se déroulent les interactions avec l'enfant. Ces formes de socialisation familiale peuvent également interroger les fonctionnements familiaux qui peuvent être décrits à travers des degrés d'ouverture ou de fermeture du foyer, à travers également des partenariats éducatifs que va rechercher le parent, donc plus ou moins, à travers par exemple la pratique d'activités encadrées. Enfin, ces formes de socialisation, elles nous donnent accès à une certaine lecture du rapport au territoire de ces familles, ce qui renvoie à des formes de territorialité qui sont entendues comme des façons différentes de vivre un même territoire. Elles peuvent être explorées au travers de la mobilité de loisirs, par exemple, ou de la confiance des parents dans les moyens publics ou bien dans les équipes pédagogiques des établissements scolaires. L'usage du mot territoire, elle permet d'envisager un point de vue à la fois géographique et sociologique pour comprendre au mieux les populations qui y résident. Pourquoi ces formes de socialisation familiale peuvent nous intéresser dans le cadre d'un dispositif lié à l'inclusion et dans l'objectif d'engager tous les élèves? C'est tout simplement qu'il existe des liens de corrélation entre les styles éducatifs parentaux et les comportements et les compétences observées chez l'enfant. Les recherches ont montré que le soutien parental favorise l'autonomie, la confiance et l'investissement scolaire des enfants. Dans notre étude, on a tracé un transect entre le cœur de la métropole de Rouen et le territoire rural le plus éloigné. Ce transect nous permet d'interroger le poids de la distance à la ville. Les familles de 3 collèges ruraux et de 3 collèges urbains ont été interrogées par questionnaire et nous avons recueilli les réponses de 1530 parents. Donc cette étude, elle permet elle permet de questionner les ambitions et les pratiques éducatives familiales en contexte rural. Donc, parmi les principaux résultats qu'on a pu relever, on confirme également que la mobilité est plus complexe en contexte rural et qu'elle peut peser sur l'orientation des élèves. C'est en contexte rural éloigné qu'on a le plus de renoncement à la poursuite d'études si elle nécessite de la mobilité. Ce constat, il interroge donc l'accessibilité aux études et l'inclusion des élèves de ces territoires. Du point de vue du fonctionnement familial, on relève également que c'est dans les territoires ruraux que l'on observe les plus forts degrés de fermeture et la plus faible sollicitation de partenariats éducatifs. Or, pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, il est souvent nécessaire de faire appel à ces partenariats, par exemple avec des professionnels du secteur médical. Ce faible recours à ces partenariats peut freiner une fois plus l'inclusion de tous ces élèves, qui nécessite au contraire d'associer différentes disciplines et différents intervenants. Concernant les valeurs priorisées, on a plutôt des valeurs liées à l'intégration et au respect des règles qui sont valorisées par les parents en contexte rural. Quant au contexte urbain, il cible plutôt la créativité et l'imagination ou la coopération avec les autres. Ces dernières valeurs font écho à des qualités, des compétences utiles au parcours scolaire et favorisent l'inclusion de l'enfant dans un collectif, certes, tout en lui permettant de préserver et de développer sa singularité. Nos résultats nous permettent d'énoncer l'existence en territoire rural de pratiques éducatives parentales, mais aussi enseignantes, qui convergent finalement vers un plus faible soutien de l'autonomie. Nous avons aussi relevé que les élèves de contexte rural ont un besoin de compétences peu satisfait. Ce besoin de compétences renvoie, les collègues l'ont dit tout à l'heure, au désir d'exprimer ses capacités et de surmonter des défis qui doivent être dosés de façon optimale. On peut parler de défis accessibles, c'est-à-dire difficiles à atteindre, mais néanmoins relevables. Or, les enseignants de contexte rural perçoivent leurs élèves comme ayant un faible et homogène niveau scolaire et un manque de confiance en eux. Ils ont de plus une forte croyance en un besoin de réussite immédiate, ce qui les incite à réduire leurs exigences envers les élèves, et ce qui peut expliquer que le besoin de compétences soit moins satisfait. La mise en relation du style motivationnel de l'enseignant et de la satisfaction des besoins des élèves éclaire donc les pratiques pédagogiques et peut conduire à favoriser l'inclusion de tous les élèves en répondant à leurs besoins motivationnels éventuellement spécifiques dans certains territoires. Pour conclure, l'inclusion renvoie à la nécessité de répondre aux besoins de différents profils d'élèves pour construire des parcours adaptés et variés, notamment dans les territoires ruraux éloignés ou périphériques, pour lesquels nous avons relevé des caractéristiques spécifiques. Cette volonté d'inclure tous les élèves nécessite également d'interroger les freins et les leviers à l'engagement. Ainsi, nous avons relevé que le climat scolaire est perçu comme positif par les élèves et par les enseignants en contexte rural. Or, il favorise leur engagement. Il représente donc un levier motivationnel intéressant.
On voit bien à travers ces quelques exemples l'intérêt d'étudier l'élève dans sa classe, dans son établissement scolaire, dans sa famille, mais aussi dans son territoire. Connecter les différentes échelles d'observation apporte une nette plus-value à la recherche d'inclusion. Merci Delphine. Voilà, la dernière diapo, donc c'est les objectifs du pôle. Voilà, pour résumer, j'espère que le sens en fait, de ce qu'on voulait proposer, c'est bien la connexion entre les échelles. Si on veut transformer les pratiques pédagogiques dans la classe, il y a la nécessité de travailler sur la collaboration interprofessionnelle, sur la formation, sur la structure scolaire. Et pour transformer la structure scolaire, pour une structure scolaire plus inclusive, il s'agit de s'intéresser au territoire. Sachant ce qui a été proposé par Delphine, c'est des territoires spécifiques ruraux isolés, pas des territoires montagnards, mais plutôt des ruraux isolés à tradition industrielle. Donc, nous allons terminer par les objectifs scientifiques du programme 100% IDT, voilà, qu'on a beaucoup travaillé dans le pôle. Donc, concevoir et évaluer les formations à l'éducation inclusive, voilà, c'est nos perspectives. Voilà, Lénie en a proposé. Et concevoir et évaluer des pratiques professionnelles favorables à l'éducation inclusive, c'est ce qu'on a proposé avec Hélène et puis Samuel aussi. Les outils pédagogiques favorables à l'éducation inclusive, on a beaucoup de collègues qui travaillent sur les outils pédagogiques, proprement dit. Sandrine qui est là. Et puis documenter le parcours inclusif des élèves de la classe au territoire pendant 10 ans. C'est ce qu'a proposé Jonas. Donc merci de votre attention. On attend avec impatience les présentations de Pégase et d'Empirique. Merci à vous.